Le Comte de Monte Cristo n'est pas juste un roman d'aventure. Ce n'est pas juste une histoire de vengeance. C'est l'histoire d'une initiation, d'une renaissance. Imagine, on t'arrache tout, on t'enferme dans un cachot, seul, sans espoir. Tu meurs ou tu renais. Dans cette vidéo, pas d'analyse, mais juste quelques grandes leçons que Monte Cristo nous murmure à l'oreille. Celles qui résonnent encore longtemps après avoir refermé le livre et qui peut-être vous donneront envie de l'ouvrir à nouveau. Plongeons-nous dans le conte de Monte Cristo comme dans un film. Les premiers chapitres sont magistraux. Ils racontent à la fois l'ascension d'Edmond Dantès et les prémices de sa chute. Edmond Dantès a tout pour lui. Il est brillant, courageux, promis au grade de capitaine et va épouser la plus belle femme qui soit. Et pourtant, dès le début, quelque chose cloche. Le navire rentre au port en berne, le capitaine est mort. Tout autour, les indices, les regards, les circonstances se font menaçants. Et pourtant, les deux amants, Edmond et Mercédès, n'ont Dieu que pour eux-mêmes. Ces premières scènes sont comme un souvenir d'enfance. Tout est parfait, mais on ne comprend rien de ce qui se passe autour de nous. Edmond et Mercédès sont comme des enfants, bons, naïfs, oublieux, ignorants de ce qui se passe autour d'eux. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe autour d'eux. Le jour même de son mariage, alors qu'il touche au sommet de sa jeune vie, commence la chute et la descente aux enfers. Edmond Dantès est arrêté pour un motif qu'il ignore et jeté dans un cachot du château d'If face à Marseille. Il y passera 14 ans. Il va tenter de mettre fin à ses jours. À partir de là, après lui avoir tout enlevé, la Providence, lentement, imperceptiblement, va lui redonner les clés d'une renaissance. Il rencontre la Défaria qui va l'initier au ressort du monde et l'aider à mettre du sens sur le chaos. Son combat désormais va être de décrypter un monde absurde, de lui donner du sens, d'en comprendre tous les mécanismes. Sa bonté, son innocence, sa naïveté l'ont perdu. Il ne survivra pas par la bonté, pas par l'innocence. Il survivra par le glaive et par la vengeance. Sans ce projet de vengeance, il n'aurait pas eu la force de survivre, ni celle de revenir dans le monde, ni celle de prendre toute sa dimension. Il n'aurait pas développé l'intelligence et l'intensité nécessaires pour percer à jour ses ennemis. Son désir de vengeance l'a maintenu en vie. Il va élaborer un projet brillant, surhumain, s'infiltrer dans la vie de ses anciens bourreaux, de leur famille, de leurs relations. Pénétrer leur personnalité, leur histoire, leur âme, jusqu'à les connaître mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Mais il ne tuera pas. Il élabore un édifice de circonstances minutieusement agencé qui va provoquer ses ennemis jusqu'à ce qu'ils se dévoilent. Jusqu'à révéler le secret de leur histoire et de leur cœur, tout ce qu'ils cachent à eux-mêmes et à leurs proches. Monte Cristo ne frappe pas directement, il déclenche les événements qui vont le venger. Dans ce sens, ce livre, ce n'est pas juste une histoire de vengeance, c'est l'histoire d'une révélation, d'une mise à nu. Parce qu'au final, ce sont les êtres face à lui qui sont prisonniers, prisonniers de leur tissu de mensonges, et d'une certaine façon, il les libère. Pour Monte Cristo, c'est aussi une quête de sens face à un destin inhumain. Il doute, jusqu'au bout. Il interroge Dieu, il interroge les circonstances. Par exemple, face à Mercédès. Elle le ramène à ce qu'il était, elle fissure son masque. Leur relation est fascinante, entre oubli, pardon ou retour à la douleur du passé. Le passé et le présent peuvent-ils être réconciliés? Ce livre est aussi l'histoire d'une confrontation, celle du passé et du présent. Pour Monte Cristo, mais aussi pour tous les personnages du roman. Parce que ce livre, ce n'est pas juste l'histoire d'Edmond Dantès,
Chaque personnage y déploie sa propre trajectoire, sa propre chronologie, tissée dans un scénario en forme de poupée russe.